Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Je me trouve à Chantilly pour le concours Art et Élégance. Vous allez voir de très belles autos d'hier et d'aujourd'hui, des protos, des concepts, bref, beaucoup de choses. La vidéo est évidemment chapitrée. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Arriviamo adesso ad Alfa Romeo. On arrive maintenant chez Alfa Romeo avec François. Salut François. Forza Alfa, bonjour à tous, donc François, chef de produit chez Alfa Romeo. Bienvenue sur le stand et bienvenue à Chantilly pour ce concours d'art et élégance où on a le privilège d'exposer ces trois véhicules exceptionnels. Donc le premier qui nous vient tout droit d'Arese du musée Alfa Romeo, qui est le Cuneo, qui est en fait un travail de Pininfarina sur un châssis de la 33 originelle. Cuneo qui signifie coin. Vous le voyez évidemment à la forme du véhicule et il est daté de 1971. Transition idéale en parlant de la 33 avec la star de notre stand et peut-être même la star du salon que vous voyez juste après, qui est la 33 Stradale du 21e siècle, donc un véhicule absolument exceptionnel. Vous le voyez avec des proportions fabuleuses, une esthétique qui a déjà été saluée à la Villa d'Este un peu plus tôt cette année. Un véhicule avec une couleur iconique de la marque et qui est vraiment le manifeste de ce qu'a été, de ce qu'est et de ce que continuera d'être Alfa Romeo. Avec ce design qui est une réinterprétation contemporaine du style originel du véhicule. Vous avez donc un véhicule qui est sur un châssis en composite et en carbone qui a été fait en partenariat avec les équipes de Touring Superleggera. Quelque chose qui est à la fois sportif, élégant, tout à fait dans l'ADN de notre marque. Comme son nom l'indique, un véhicule limité à 33 exemplaires avec un prix de vente confidentiel mais que vous imaginez à la hauteur du pédigré du véhicule. Celui-ci est un exemplaire de démonstration pour les expositions publiques. Mais chaque client a la possibilité de personnaliser son véhicule, à commencer par le groupe Motopropulseur, puisqu'elle est disponible soit avec un V6 essence de plus de 600 chevaux, soit avec une propulsion électrique de plus de 700 chevaux. Ensuite, au niveau du choix des couleurs, des matériaux, chacun a pu concevoir un véhicule selon ses désirs. Tant qu'il était conforme à ce qu'un groupe de personnes qui travaillent pour la marque qui s'appelle une Bottega, et ces gens-là approuvaient les suggestions des clients pour que chaque détail esthétique, couleur, matériaux soit en ligne avec ce qui a existé dans le passé de la marque et conforme aux couleurs Alfa Romeo. Donc cet exemplaire-là est dans un rouge absolument magnifique et avec des jantes aussi d'une couleur exceptionnelle. Et vous retrouvez ce qui est la magie de cette marque, c'est qu'en fait, sur un même stand, vous avez ce véhicule exceptionnel qui fait tourner toutes les têtes et juste à côté, la grande nouveauté de la marque qui est l'Alfa Romeo Junior. C'est la toute première fois que ce véhicule, enfin celui-là en particulier avec 7 calandres, est exposé au public en France. Donc c'est vraiment le tout dernier produit de la marque. Il inaugure le nouveau langage stylistique. Donc vous voyez, on retrouve à la fois les codes classiques d'Alfa Romeo, cette calandre en V, le Scudetto. Vous avez la calandre en 3 parties un peu réinventée, donc le Trilobo. Vous avez une signature lumineuse avec le fameux 3+3 qui a été inauguré mais qui est là aussi réécrit d'une nouvelle façon. Ce véhicule préfigure le langage stylistique, comme je le disais, de la marque pour les prochaines années, quelque chose à la fois plus sportif mais qui reste dans la tradition du joli dessin à l'italienne. Si on vient sur le côté, on a un véhicule qui est assez bas, qui est assez trapu, qui est sportif et en même temps élancé. Alors encore plus quand vous avez cette couleur avec le toit noir où on a vraiment cette sensation, ce pavillon flottant. On retrouve les petits détails classiques de la marque avec la poignée haute, donc les amateurs d'Alfa Romeo d'il y a 20 ans apprécieront, et également sur les Mito, les Giulietta. Au niveau de l'arrière, on a vraiment la Coda Tronca, quelque chose de très net qui rejoint là, les classiques de la marque. À l'époque, c'était pour un bénéfice aérodynamique. Aujourd'hui, on le retrouve aussi, mais également, ça permet d'avoir un véhicule qui soit très logeable, puisque quand on ira, on va aller à l'intérieur ensuite, vous verrez une voiture très adaptée à la fois pour le plaisir de conduire, mais aussi pour
une voiture familiale, puisqu'on peut tout à fait, elle est tout à fait logeable. Au niveau du dessin des jantes, là vous avez des jantes qui s'appellent Fori. On retrouve un motif classique chez Alfa Romeo, mais vous avez aussi plusieurs dessins qui réinterprètent là aussi les classiques de la marque. Donc à l'intérieur du véhicule, vous le voyez, on retrouve les codes esthétiques de la marque, à savoir le fameux canot-calé, donc cockpit, canot-calé qui signifie périscope, qu'on a retrouvé déjà sur Tonale puis Giulia Stelvio. Un habitacle qui est vraiment centré sur le conducteur avec des matériaux qualitatifs, quelque chose qui forme un écrin autour de lui, qui le met très à l'aise et qui magnifie le plaisir de conduite du véhicule. Une fois à l'intérieur, on voit vraiment que cette idée de cockpit et de centré sur le conducteur a été implémentée dans la façon dont on a organisé tous les éléments de l'habitacle. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui permette de manière très ergonomique d'avoir accès à toutes les commandes essentielles. Donc vous avez des vraies commandes de clim, pas besoin de passer nécessairement par l'ordinateur de bord. Vous avez tout du bout des doigts, vitesse, mode de conduite, frein à main, démarrage. Tous les juniors sont équipés de ces éléments-là. Le fameux DNA, donc là qui se présente sous la forme d'un petit commutateur, qui rappelle aussi les premiers DNA sur Mito et Giulietta, qui ont introduit cette technologie, où on était là aussi sur la forme d'un petit basculeur, et non pas du bouton rotatif qu'on connaissait jusque-là sur les produits de la marque. L'écran est légèrement tourné vers le conducteur, là aussi pour une meilleure lisibilité, mais également pour le fait que c'est la personne qui est centrale dans ce véhicule. Au niveau de l'instrumentation de bord, on retrouve ce fameux cockpit dont je parlais tout à l'heure. On est sur quelque chose qui fait 10 pouces, qui permet d'afficher la navigation, toutes les informations utiles au conducteur et qui est personnalisable qui évolue en fonction de la motorisation, électrique ou hybride, et également en fonction du mode de conduite. Vous avez plusieurs rappels des matériaux, donc ici dans un ton de bleu, mais également vous aurez sur les finitions supérieures des tons de rouge ou également de l'Alcantara quand on est avec les sièges Sabelt que l'on pourra voir sur le centre d'essai. Vous avez également toute la partie technologique, chargeur sans fil, des prises USB avant-arrière. Donc on n'oublie pas aussi la vocation familiale et confortable de ce véhicule. Et enfin, des touches raccourcies ici, notamment l'accès à certaines aides de conduite que le conducteur pourra choisir d'activer ou non selon son humeur et ses préférences. Et également, alors là, de nuit, c'est quand même plus sympa, on a un éclairage d'ambiance qui va être autour du cockpit du canot-calé, dans les aérateurs et sur la partie centrale du tunnel et qui apporte une ambiance vraiment chaleureuse ou au contraire très reposante pour les trajets de nuit. Et ça tombe bien, puisque cette voiture, je vais l'essayer fin septembre. On va vérifier tout ça. Alors, changement de décor, mais on retrouve un peu la même ambiance, puisque, pareil, ce volant avec notre superbe logo, le canot-calé, là aussi, mais pour autant, tout le reste est quand même exceptionnel. Donc on voit des matériaux absolument hallucinants, ces énormes pièces de métal. L'inspiration est clairement du côté de l'aviation, avec ces contacteurs et toute cette instrumentation. Vous retrouvez au niveau du toit aussi du pavillon la même logique. Pour le coup, le chef designer a expliqué que clairement l'inspiration était aéronautique. Mais on retrouve la même logique que sur Junior avec quelque chose de très centré sur le conducteur. Tout doit être à portée de main, du bout des doigts et de se commander très facilement. Mais également, surtout, ce qui est important, c'est quelque chose qui soit très léger, très épuré, très aérien finalement. Et on a cette attention toute particulière sur le plaisir de conduire, le conducteur qui est au centre de la machine et qui n'est pas son esclave avec les sollicitations, aide à la conduite, etc. Vous avez un écran qui est très discret et qui finalement, comme sur d'autres constructeurs très très luxueux, on peut discrètement le retirer de façon à ne pas être parasité. Et vraiment, la route est une aventure avec cette voiture et il faut rester concentré, ne pas être parasité et savourer ce véhicule, savourer cette œuvre d'art automobile et ce manifeste de la marque Alfa Romeo. Et les deux portières étant ouvertes, j'en profite pour faire une image de l'extérieur. Quel look! C'est sublime. Est-ce qu'on sort ou on s'extrait d'une 33 Stradale? Ah, on se déploie. On arrive
chez Lancia avec Emanuele. Buongiorno, bonjour. Bonjour, buongiorno a tutti. Je m'appelle Emanuele et je suis designer externe chez Lancia justement. Ici, on a le plaisir d'avoir avec nous sur les stands de Lancia une voiture qui c'est absolument iconique et très important bien sûr pour tout ce qu'on a déjà fait, qu'on va faire dans notre futur du design surtout. C'est la Lancia Stratos, dessinée par Burton en 1973. Cette voiture exprime juste en la voir toute sa beauté, mais surtout toute sa radicalité. Ce côté de Lancia, c'est un côté qui dans l'histoire, il a marqué fortement la marque avec tous les viteurs, avec tous les courses qu'on a gagnées dans rallye, mais surtout au niveau du design, l'impact qu'a eu cette voiture pendant le temps. On peut trouver par exemple à l'arrière cette iconique forme des feux circulaires avec ces spoilers implantés sur la masse principale du volume. Cette voiture, elle est aussi belle parce qu'elle est compacte. Donc ce type de voiture, elles étaient faites pour aller vite dans des virages très courts. Donc tout ça, tout ce qui était fait comme dessin autour, c'était pour répondre à une question. Est-ce qu'elle est efficace pour le boulot qu'elle doit faire aussi, même pour les rallyes, mais aussi pour tout ce qui était court virage. On peut la mirer en cette couleur-là, que c'est aussi fantastique. On trouve une version, je pense, en parfait état, originelle. Et on a vraiment la chance de l'avoir en face du château, où elle peut s'exprimer au maximum, d'un mon point de vue. Mais d'un point de vue de design, ce qu'on a essayé de garder, c'est le côté radical, c'est le côté plat dans des endroits et doux sous des autres endroits. On a vraiment essayé de jouer avec notre future gamme, avec une inspiration très forte dans des modèles iconiques comme celle-là du coup. Donc ici, on est arrivé à la première étape de notre renaissance avec la Lancia Pura SPE qu'on a présentée l'année dernière en 2023. Ça, c'était le but de cette voiture, c'était de faire une expression ultime de ce que ça doit être, les codes de la marque au niveau de design, performance, technologie et produits pour la future gamme qu'on va présenter dans les années qui vont venir. Donc ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est donc d'introduire tous les codes du design et de concept derrière qui font si que notre voiture elles vont être bien placées au niveau de marché dans le premium avec notre ami de chez DS et Alfa Romeo. Si on commence par l'avant, c'est bien de l'avoir à côté de la Stratos parce que l'avant, on a essayé de garder cette simplicité de forme comme il avait fait à l'époque Burton sur la Stratos, mais aussi sur d'autres voitures Lancia. Donc un nez pointu qui rappelle beaucoup donc, les années 70 avec les formes à cuneo, comme on appelle en italien, qui après, sur le capot même, on a monté une des pièces plus importantes de la face avant de cette voiture, que c'est le caliche, qu'on a réinterprété avec 3 lignes de lumière qui coupent la voiture au milieu jusqu'à la fin, qu'avant on avait bien sûr sur notre héritage avec des voitures comme l'Aurelia, comme la Delta elle-même, mais c'était sur une grille qui servait justement pour les radiateurs. Aujourd'hui, comme on va être 100% électrifié, on a réinventé cette signature avec de la lumière pour faire si qu'on va être complètement visible, même la nuit et même si on est à 50 mètres de distance. Dans la face avant, on peut passer par le flanc, qui c'est vraiment une transition dans les années, si vous voulez. Donc on passe d'un nez pointu avec une nerve très forte sur l'aile avant, avec un volume que petit à petit ça devient très généreux, très, je dirais plutôt doux sur la partie arrière. Donc c'est comme une transition dans les années 70 vers les années 50. On fait penser à l'Aurelia, la Flaminia, les voitures de l'époque. Vraiment l'époque des carrosseries italiennes. Et sur cette partie-là, on a vraiment essayé de jouer les contrastes qu'on a introduits avec ce nouveau type de design language qui s'appelle Pura Design. Pure, c'est pur et ras, c'est radical. Donc c'est le mélange entre le doux et le dur pour une raison aussi technique et de performance. Par exemple, sur l'arrière, ces contrastes, c'est assez visible entre la partie de l'aile et la partie du spoiler, où on a vraiment intégré un rectangle de cercle avec une surface complètement sculptée. On dirait presque fait à la main. Et
L'emploi aussi des matériaux, c'était très important pour nous pour montrer qu'on rentre avec beaucoup de caractère dans le premium. Par exemple, ici, on a du vrai verre, ici et là. Ça, c'est parce qu'on croit qu'au niveau aussi de sustainability, tout ce qu'on voudrait faire, c'est pas juste avec des matériaux recyclés ou recyclables, c'est aussi par la durabilité des matériaux. Donc, si ici on avait fait une surface plate en peinture ou en plexi, ça serait déjà abîmé. Par contre, grâce au verre par exemple, qui c'est un matériau très noble, on arrive à avoir une surface qui dans 20, 30, 30 ans, 50 ans, elle va être toujours parfaite parce qu'elle n'aura pas de rayures et elle ne sera pas abîmée par le soleil. Donc l'utilisation des matériaux, ça compte beaucoup pour raconter une histoire des nouveautés et des sustainabilité aussi. Sur la partie plus haute de la voiture, on trouve un toit panoramique que ça marche par sa forme géométrique. C'est un perfect cercle qui s'ouvre dans la moitié. On peut tourner la demi-partie du cercle pour ouvrir notre toit. Et ce cercle-là, bien sûr, ça fait écho au cercle qu'on trouve sur le capot qui se prolonge vers l'intérieur pour avoir la connexion inter-externe assez visible, assez forte et assez logique, qui fait si que nous, avec ça, on a voulu créer un objet complet, pas un objet divisé par inter, externe. La même logique, ça doit être transporté par les deux côtés. Si on rentre un peu plus dans le détail, un détail très important, c'est aussi les jantes. Les jantes, ils étaient pensés pour être surtout efficientes. Donc, on a essayé de dessiner à l'arrière une jante structurelle noire, que ce soit la plus légère et rigide qu'on pouvait faire, et sur laquelle on a appliqué des flasques, on peut l'appeler, des flaps aéros, qui servent que quand on roule avec la caisse, quand la voiture elle est en mouvement, les plaques en alu, ils vont créer un mur pour faire si que l'air elle passe plus normalement et plus logiquement vers le flanc de la voiture. Et même à l'avant, déjà on peut voir dans ces moments-là, on a utilisé l'aérodynamique actif. Donc on a des flaps qu'ils ont découpés sur la face avant, qui s'ouvrent avec un pivot central. Ils font si que s'il y a besoin d'air, on peut la faire rentrer par le côté. Le projecteur s'était fait avec un bloc unique d'aluminium et le design c'était la conséquence d'une raison technique. Parce que vu qu'on a allumé, on va allumer tous les LED ici avec justement des LED qui chauffent beaucoup. Normalement, sur les voitures de série, on trouve des ventilateurs. Donc ça fait du poids, ça fait de la lourdeur sur la caisse. Par contre, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné tout ça avec des stries comme un dissipateur, pour faire si que ça peut se refroidir automatiquement, sans besoin d'ajouter du poids, sans besoin d'ajouter de l'électronique qu'on n'avait pas besoin d'ajouter. Et on trouve ce type de détails un peu partout, même sur les rétroviseurs. On a joué ce qu'on appelle Dual Tech, donc tout ce qui est technologie de ne pas la cacher, mais de la bien dessiner, pour faire si qu'on n'a pas besoin de la cacher, donc de rajouter du poids, mais pour être encore plus léger grâce à la beauté de la technologie même. Donc ici on peut voir, on a vraiment dessiné tout ce qui est la motherboard de la partie du rétroviseur avec le câble qui donne l'électricité. Tout est fait pour être beau, mais en même temps léger et efficient. Et aussi en bas du rétroviseur, on a notre flap actif, comme à l'avant, et quand on a besoin, il s'ouvre, il fait sortir l'air sur le flanc de la voiture. Donc tout le body, si vous voulez, c'était, et pour les designs bien sûr, mais design, ça ramène aussi à la fonctionnalité, c'est pas que du style, sinon c'était juste du style. Même à l'arrière, le spoiler, ça sert aussi pour couper le flux d'air qui passe au-dessus de la voiture. Et ici, on peut voir, on a une surface qui est flottante par rapport au body. C'est un autre spoiler qu'on utilise pour faire si qu'on a le meilleur flux d'aéro qu'on pouvait chercher sur cette voiture. Maintenant, on peut passer à voir l'intérieur de la voiture. On ouvre la porte. Voilà. On voit comment le siège il bouge pour nous accueillir dedans la voiture. Hop là.
Merci. Voilà, à vous. Déjà, on peut voir comment on rentre dans un espace qui n'est pas du tout fait avec des codes automobiles. C'est plutôt un espace de salon italien haute classe. En fait, cet intérieur-là, il a été dessiné en collaboration avec Cassina. C'est une marque de luxe italienne pour le mobilier. Et surtout, tout ce qui est siège, tapis, tout ça, c'était vraiment fait pour vous accueillir comme vraiment dans une maison. Donc ces sièges-là, par exemple, ils sont sièges qui sont complètement hors du monde de l'automobile. C'est comme des fauteuils posés sur un placard où on a notre tapis qui nous accueille. Si vous voulez venir à l'intérieur, on peut appuyer sur le bouton Start par exemple. On voit comme la planche de bord avant circulaire, il se détache, il se plonge et on a l'écran sur le dessus qui nous montre toutes les fonctionnalités et tout le computer de bord qu'on a à l'intérieur de la voiture. Ce système-là, il est géré par le système qu'on appelle SALA. SALA, c'est un acronyme pour Sound, Air, Light, Augmented. Et SALA en italien, ça veut dire aussi salon. Donc c'est vraiment lié à l'esprit de la voiture. Ce qu'on a essayé de faire dans cet intérieur-là, c'était vraiment aussi de penser au niveau de matériaux. Donc tous les matériaux qu'on peut toucher à l'intérieur de cette voiture, de 70% de ces matériaux-là, ils sont recyclés ou recyclables. Un bon exemple, c'est ces matériaux-là sous le panneau de porte qui s'appelle Marmore. Ce type de matériau, il est fait avec des déchets de poudre de marbre qui viennent directement dans des caves italiennes mélangés avec du PVC recyclé. Et ça donne cet aspect assez doux, assez confortable quand on touche. Effectivement. Et c'est vraiment quelque chose de très rare et impossible à voir presque dans une automobile. Si on continue aussi, on a quelque chose qui est très iconique pour nous qui s'appelle Coffee Table. C'est quand on range chez nous, on veut ranger les choses qu'on a dans les poches, on voudrait bien les mettre quelque part. Et ici, c'est vraiment la même logique. On peut bien sûr mettre notre téléphone ici, attendre qu'il charge. Vous voyez, c'est recommencé à charger. Donc, il y a vraiment le même esprit comme dans une maison. On a ce tunnel central qui nous dirige vers l'arrière, où on trouve une situation idéale pour confort, comme vraiment un canapé mélangé avec la structure de la voiture. Ce que c'est très intéressant dans la partie de la voiture, dans la partie arrière, on trouve ce qu'on appelle du coup les vénétianes qu'on a à l'extérieur, donc les jalousies, qu'on a décidé de les plonger plus bas avec des vénétianes électroniques. Tout ça parce que vu que cette voiture-là, elle est très efficiente au niveau aérodynamique, on avait besoin de garder un toit assez bas et assez prolongé vers le bas. Donc on avait la ligne de lecture qui était très haut et on a décidé de ne pas avoir ce sentiment presque claustrophobique dans la partie arrière. En prolongeant ces vénétianes, on a vraiment l'impression que la ligne de lecture elle est plus basse chez nous. Donc on a vraiment cette impression de se plonger dans un espace. Et la partie plus intéressante de tout ça, c'est que vu qu'on a des caméras à l'extérieur de la voiture, les vénétianes électroniques, ils arrivent à capter la lumière qui plonge à l'extérieur et la renvoie à l'intérieur de la voiture pour donner vraiment les mêmes couleurs qu'on voit à l'extérieur dans les vitres, mais on l'aura aussi donc électroniquement juste à côté de chez nous. Voilà. Une autre pièce assez intéressante, c'est ce toit ouvrant, que ça fonctionne grâce à sa géométrie elle-même. Parce que vu que c'est parfaitement circulaire, il peut glisser un demi-cercle sur l'autre. Du coup, pour l'ouvrir, on n'aura pas besoin de mécanismes lourds électroniques, mais on n'aura besoin que d'appuyer ici et tout ça va s'ouvrir naturellement grâce à sa géométrie pure. Parfait. Et voilà. Je crois que Cassina, c'est aussi le partenaire que vous avez choisi dans les showrooms. Là, bien sûr. On a essayé avec Cassina de continuer notre partenariat. Comme déjà sur l'Ypsilon, la première version qu'on a présentée, c'était justement l'édition limitée Cassina. Et où on a présenté aussi notre voiture, notamment celle-là, et aussi l'Ypsilon, c'était dans le showroom Cassina. Tout ça parce qu'on voulait vraiment créer les liens entre quelque chose de salon, mobilier, well-being, on dirait en anglais, plutôt que penser à quelque chose d'assez automobilistique comme tous les intérieurs qu'on avait jusqu'à maintenant. Ah, ça a l'air super confortable en plus. Hein. Vous pouvez l'essayer. Hein. Ah bah allez, c'est parti, on va s'installer. C'est super confortable aussi en touchant, c'est vraiment
Et aussi, d'où ces velours ici, c'est fait avec des fibres complètement naturelles. D'accord. Donc tout ça, c'était pensé aussi pour la soutenabilité de l'objet. Voilà. Ah mais on est trop bien. On est vraiment, vraiment bien. Je dois dire que on peut partir. Ou faire la sieste. Ouais, exactement. Surtout derrière, je dirais. Ouais, en plus, vraiment, la forme des sièges, elle est incroyable. Elle est vraiment faite pour être bien. C'est magnifique hein, comme intérieur. Ah, on est très content d'entendre ça. Ça, Épuré. c'est très intéressant aussi. Vous voyez la transition entre opaque, transparent. Ah oui. Ouais. Ça, c'est un mécanisme aussi qui nous fait gagner du poids juste par sa simplicité. Parce que c'est un film qu'il est entre deux layers de verre. Donc on a vraiment réussi, grâce à la légèreté, de gérer la lumière dans la voiture et notamment aussi donc, la température avec quelque chose d'assez fin, assez technologique, sans rajouter du poids. On arrive donc sur la dernière voiture qu'on a ici sur notre stand. C'est la nouvelle Ypsilon Lancia, bien sûr, qu'on a présentée cette année en 2024. Ces versions-là, spécifiquement, c'est la version Edizione Limitata Cassina. Donc, c'est la version plus haut de gamme entre les Ypsilon qu'on a en vente aujourd'hui. Si vous voulez, on peut commencer par la face avant parce que je trouve qu'on est assez content qu'on ait réussi à garder ce qu'on avait introduit sur le concept car Pura en production. Donc la même face avant, donc la même identité lumineuse avec les calicières inventées à l'avant, fait de lumière, les 3 DRL dans le côté et la simplicité des formes sur toute la face avant. Donc une lecture simple, d'un design iconique que ça dure dans le temps, hors temps. Donc pas avec des codes automobilistes, avec des codes de l'automobile, mais avec des codes assez atypiques, on va dire. Si on passe sur le flanc, ici on peut trouver encore des similarités avec notre concept car. Donc la pureté, la simplicité du flanc, c'était absolument important pour nous, pour faire si que ça soit quelque chose de très facile à reconnaître, quelque chose que ça retient dans notre cerveau. Pas besoin d'ajouter des lignes, pas besoin d'ajouter des complexités, juste la simplicité de le côté arché, côté non dynamique, si vous voulez. Et cette transition-là, encore, nous ramène vers l'arrière, où on trouve la même générosité qu'on a introduite sur notre concept car de l'aile arrière, avec l'intersection de ces volumes assez radical, comme on a utilisé sur l'autre voiture. Donc, des faits circulaires assez iconiques et géométriques, qui s'installent sur un volume assez simple et pur. Voilà. Ok, parfait. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel et pour ces explications. De rien. Une très très bonne journée et au plaisir de vous revoir. Merci à vous, à bientôt. Lancia, vous l'avez vu avec la Stratos il y a un instant, quand même un beau parcours en rallye. Et là, je vous montre une autre Stratos, groupe 4 de 77. On passe à une Fulvia coupée 1600 HF de 1970. Ensuite, des couleurs et une livrée que vous connaissez forcément avec cette Delta S4 de 1986. Et on arrive ensuite sur 2 modèles peut-être un peu plus connus. Une Delta HF Intégrale Evo de 1992. Et puis une Rallye 037 Evo de 1982. C'est sublime. Ça a une sonorité de dingue. Ah, elles sont italiennes de Torino pour les deux là. En fait, ouais, elles le sont toutes.
Je vous souhaite la bienvenue sur notre stand Maserati pour découvrir ici avec nous cette merveille. Cette merveille qui est une grande cabrio Folgore Tignanello, donc un véritable one-off qui a été réalisé dans le cadre d'un partenariat avec la maison Antinori, une maison qui produit donc du vin en Italie depuis maintenant 600 ans. Et l'idée de cette association avec Antinori était de pouvoir développer un one-off qui a permis d'être mis aux enchères et faire l'objet d'une vente caritative. Donc il s'agit ici d'un véhicule qui a été fait sur la base de la grande cabrio Folgore disponible sur le marché, mais accompagné par notre département Fuoriserie. Fuoriserie qui veut dire simplement en italien en dehors de nos chaînes de production, avait pour but donc de personnaliser, de pousser à l'extrême les spécificités qui font cette voiture. À commencer donc par cette peinture extérieure qui a pour but de rappeler une des couleurs du vin, cette robe un peu brunâtre, un peu châtaigne, avec une finition métallisée, ce qui rend un effet brillant, pailleté sous le soleil et qui lui donne une robe absolument magnifique. Le fait ici qu'on soit sur une version 100% électrique, notre version Folgore, on a l'absence à l'arrière d'échappement, mais ça reste un des seuls éléments distinctifs qu'on va avoir par rapport à une version thermique, puisqu'il faut savoir qu'on continue d'offrir à notre clientèle la possibilité d'avoir soit du 100% thermique, soit du 100% électrique, et seuls quelques éléments distinctifs vous permettent de les différencier. Donc l'absence d'échappement, des jantes spécifiques qui ont pour vocation d'avoir une optimisation de l'aérodynamisme du véhicule et de permettre une meilleure autonomie et gestion de cette autonomie. Vous avez ensuite la calandre avant devant laquelle nous sommes passés tout à l'heure, qui est différente aussi puisque les besoins de refroidissement ne sont pas les mêmes que sur une version thermique. Mais l'avantage qu'on a avec notre version de Folgore, c'est véritablement de pouvoir garder cette ligne iconique de la grande cabrio, ce dessin absolument magnifique et qui reste inchangé par rapport à la version thermique. Autre point extrêmement intéressant avec cette personnalisation faite par notre département Fuoriserie, c'est véritablement le travail qui a été réalisé sur l'intérieur du véhicule, où là, on a pu aller encore plus loin sur le côté personnalisation du véhicule avec un travail sur les différents matériaux. On a un intérieur entièrement de cuir vêtu. Le choix a été fait d'un cuir marron avec une finition sur les sièges qui est un véritable clin d'œil au monde du vin, avec cette insertion centrale bordeaux, couleur de la robe du vin, et également ce dessin avec ces lignes tracées sur l'intérieur des sièges qui a pour but de rappeler la symétrie parfaite des rangées de vignes qu'on a, et séparé par un fil clair qui rappelle le terroir propre du Tignanello, du vin qui est célébré à travers cette configuration spéciale, à travers ce one-off, et qui donc vient rappeler une vue de haut d'un clos de vigne. On a aussi un travail également sur les boiseries qui a été fait, qui a été le choix d'une finition particulière à ce véhicule. Puis on retrouve les éléments caractéristiques, le double écran central de la grande cabrio, l'horloge Maserati qui est un point extrêmement important puisque historiquement, dans la plupart de nos véhicules, nous avons toujours eu une horloge présente dans les véhicules, analogique. Cette fois-ci ici, un peu à l'image d'une smartwatch, on a eu la possibilité de digitaliser cette horloge et de permettre à nos clients de pouvoir la personnaliser au gré des envies, lui rendre un fond plus ou moins moderne ou lui donner des fonctionnalités pour pouvoir soit interagir avec le véhicule, suivre son autonomie, les forces G, donc un certain nombre de fonctionnalités qu'on peut utiliser. Un point aussi qui est propre à la grande cabrio et qu'on voit sur ce véhicule lorsqu'on remonte sur les appuis-têtes, c'est le chauffe-nuque qui vient en standard et qui est un point qui a été intégré
sur nos grands cabriots pour pouvoir profiter par toute saison du plaisir de pouvoir rouler décapoté, ce qui est accru encore, j'ai envie de dire, lorsqu'on est en version 100% électrique, où on découvre une toute nouvelle philosophie de conduite et une toute autre approche du Grand Cabrio. Autre spécificité dans la personnalisation de cette voiture, c'est ici sur les appuis-têtes, où les tridents surpiqués ont été remplacés par une association de 2 logos. Notre trident iconique et le logo du vin Tignanello qu'on célèbre avec ce one-off qui représente un soleil. Vin qu'on célèbre et qui fête ses 50 ans, d'où la présence de ces dates sur la boiserie centrale. Donc 1971 à 2021, pour la simple et bonne raison qu'en 2021, c'est le millésime qui est actuellement consommé sur le vin Tignanello. Donc on célèbre les 50 ans cette année-ci, en 2024, puisque le vin a été vieilli en fût. Bonjour à tous, bienvenue à Art Élégance à Chantilly. Je suis Denis Huil, je travaille pour l'aventure Peugeot Citroën DS et notamment en charge des événements, des relations avec les clubs. Et je suis très content de vous présenter l'ASM historique qui est exposée ici au sein du pavillon DS Automobile. DS Automobile met en avant un nouveau concept, l'ASM Tribute. Thierry Métraud vous en parler un petit peu plus tard. Et moi, je vais vous parler de cette SM historique. Donc l'ASM, elle est sortie en 1970. C'est en fait un projet de super DS qui est né dans les années 60, d'avoir une voiture plus performante, plus luxueuse. Et la voiture est présentée au Salon de Genève en mars 70, mise en vente à partir d'octobre 70. Et elle va avoir une durée de vie de 5 ans. Certes un peu limitée parce que la crise pétrolière va arriver, mais c'est une voiture qui a apporté beaucoup en termes de design, en termes de technologie. C'est Robert Aupron qui l'a dessinée, c'était le designer en chef de Citroën à l'époque. Alors avec ses équipes, il a fait un beau style extérieur, mais aussi un style intérieur très intéressant, notamment avec ses compteurs de forme ovale, tout comme le volant, et un intérieur très luxueux et moderne pour l'époque. Alors l'ASM, elle apporte en termes de style, mais elle apporte aussi beaucoup de choses en termes de technologie. Elle reprend bien sûr la suspension hydropneumatique de la DS, ses phares tournants, mais aussi elle apporte la direction à rappel asservi. C'est-à-dire que c'est une direction on voit le volant là, qui est très, très facile à manier à faible vitesse et elle se durcit avec la vitesse, donc elle permet une tenue de cap à haute vitesse de bonne facture, de très bonne performance pour l'époque. Surtout qu'à cette époque, je ne dis pas que c'est forcément à suivre, mais la vitesse n'était pas limitée. Donc les gens qui achetaient une SM généralement roulaient assez vite. Et la voiture a été étudiée pour rouler assez vite. Donc c'est une GT, une voiture grand touriste. C'est pas la voiture de sport la plus performante, mais c'est une voiture performante et luxueuse et confortable qui permet de rouler vite sur les routes européennes. Alors je dis les routes européennes, mais pas forcément, parce que la SM, elle s'est aussi vendue dans différents pays, notamment aux États-Unis. Elle a eu le titre de meilleure voiture de l'année en 1972 par le magazine Motor Trend. Et puis elle s'est vendue dans d'autres pays et on en a retrouvé dans le monde entier en fait. Les 12 920 exemplaires qui ont tous été construits par contre à l'usine de Javel à Paris ont été exportés dans différents pays. Alors le plus a été le plus vendu en France, beaucoup en Italie, pas mal aux États-Unis aussi. Alors pourquoi beaucoup en Italie? Parce qu'elle a un cœur italien cette voiture. C'est un moteur Maserati V6. Je vous propose d'aller le voir. Je vais vous ouvrir le compartiment moteur et on va aller voir ce moteur qui est très moderne pour l'époque et qui fait aussi l'attrait de l'ASM. Voilà, j'ouvre le capot et donc, en fait, Citroën avait racheté Maserati en 1968 et a demandé à l'ingénieur Guido Alfieri, qui était directeur technique de Maserati, de créer un moteur pour ce projet S, qui est devenu l'ASM. Et là, on a donc un V6 atmosphérique de 2,7 litres dans sa version carburateur, puisque le modèle en face de vous est un modèle de 1971. Qui développait 170 chevaux. Vous voyez la position du moteur qui est en fait un central avant. Le moteur est à l'avant mais très reculé vers l'habitacle pour un meilleur centrage des masses. Et la boîte de vitesse est devant avec une particularité qu'on ne voit pas parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet habitacle moteur.
c'est les freins à disque qui sont en sortie de boîte et non pas dans les roues, ce qui permet un meilleur centrage des masses et un très bon refroidissement avec des tunnels d'air qui arrivent directement sur les disques. Bien sûr, on voit les sphères de suspension. Ça, c'est le système hydraulique qui est apparu sur l'ADS et même, je dirais, sur les dernières tractions avant le 15.6 sur la partie arrière. Donc, qui permet d'avoir une suspension à hauteur constante, avec différents niveaux de suspension pour la caisse d'ailleurs, et un très bon confort et une très bonne tenue de route. On voit ici la réserve de liquide LHM, liquide hydraulique minéral, qui permet de faire fonctionner cette suspension. Un autre petit mot aussi sur les pneumatiques. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Citroën est détenu par Michelin. Et depuis le début de l'histoire Citroën, toutes les Citroën ont été équipées de Michelin. Et à l'époque, Michelin a développé un pneu spécifique pour la ASM, qui est le XWX, qui était très performant sur tout type de terrain. Et je fais un clin d'œil à nos amis de chez Michelin Classique, qui reproduisent ce pneu aujourd'hui pour les collectionneurs, qui permet de rouler avec les pneus d'époque, qui je dirais même sont encore meilleurs que les pneus d'époque, parce qu'ils ont un mix de gomme qui est encore plus performant qu'à l'époque. Mais ça reprend le dessin, parce que sur une voiture, forcément, les pneus, ça vieillit très vite. C'est une durée de vie de à peine 10 années, donc après, il faut les changer, sinon ils sont moins performants, notamment à des vitesses élevées ou sur le mouillé. Pour revenir aussi un petit peu sur l'avant, on a parlé du style extérieur-intérieur, mais je voulais reparler de la reprise par rapport à ce qui est arrivé sur la DS en 67, les phares tournants. Et la particularité de l'ASM aussi, c'est cette vitrine qui va donc envelopper les phares, mais aussi la plaque de numéro, la plaque d'immatriculation. D'ailleurs, cette vitrine n'a pas été acceptée par les mines aux USA, et les SM-US sont vendus avec deux phares fixes, et il n'y a plus la vitrine. Donc cette SM, c'est une version carburateur. En 72, va sortir une évolution avec une injection électronique qui va la rendre un petit peu plus puissante. Mais du coup, ce sera quand même toujours une voiture qui sera capable d'aller à 220 km/h jusqu'à 228 pour la version injection. Et sur ce modèle carburateur, il y a, vous voyez ici, une option qui avait été prise à l'époque, qui est en fait la climatisation. Donc ça pouvait, dès le départ, sur la SM, on pouvait prendre en option les vitres teintées, le cuir, la climatisation, l'autoradio Continental Edison, voilà. Et puis aussi, on a eu la possibilité d'avoir des jantes résine qui étaient un petit peu plus légères et qui donnaient un look un petit peu plus sportif. On va ouvrir de ce côté-là pour se rendre compte un petit peu de l'habitacle. On a vu le côté conducteur, ici on a le côté passager. On voit qu'il y a vraiment une belle ligne sur la planche de bord et aussi l'ensemble, là où il y a la levier de vitesse, frein à main, autoradio, c'est vraiment très moderne pour l'époque. Et puis c'est ce design des sièges qui est en cuir de très bonne facture. Il y avait à la fois des cuirs noirs ou des cuirs Havane comme celui-ci qui est très chaleureux, très beau. Et donc voilà. Après, le siège se repoussait un petit peu pour rentrer. C'est pas des accès très faciles, mais il y avait quand même 2 places correctes à l'arrière. Et une petite chose à rajouter aussi, qui est une nouveauté un peu à l'époque, c'est que le volant était réglable en hauteur et en profondeur. Il y avait les vitres électriques, ça se faisait déjà sur d'autres modèles, mais c'est à signaler. Puis un petit lecteur de cartes aussi, qu'on pouvait allumer ici en bas. Alors là, la batterie est coupée, mais qu'on pouvait allumer pour pouvoir lire une carte. Voilà, le réservoir d'essence pouvait accueillir 90 litres de carburant. Bon, alors c'est une voiture qui consommait quand même pas mal, hein, faut être honnête, entre 10 et 15 litres, donc, mais il y avait une bonne autonomie. Et c'est une voiture, donc SM, c'est le projet S, associé au M de Maserati. Mais en fait, beaucoup de collectionneurs disent SM, c'est Sa Majesté, parce que c'est une voiture majestueuse dans ses lignes et aussi très belle à voir rouler en dynamique. Donc on est fiers de la présenter ici à Chantilly et puis fiers qu'elle soit collectionnée à travers tous les pays dans le monde entier. Beaucoup en Europe, c'est vrai, mais pas que. Notamment au Japon, il y a pas mal de collectionneurs qui aiment bien cette voiture et aux États-Unis aussi. Et aujourd'hui, elle est mise en valeur grâce à
au nouveau concept développé par DS Automobile, SM Tribute. Et avant de passer à celle-ci, si on devait retenir qu'une seule chose sur celle-ci, selon vous, ce serait? Une seule chose, un seul mot ou une seule idée? Une seule idée. Une seule idée. La technologie française des années 60-70, c'est-à-dire la création, l'innovation, la performance. Parfait. Merci beaucoup et une bonne continuation. Merci d'être venu. On passe maintenant à la version 2024 avec Thierry. Bonjour. Bien bonjour, je suis Thierry Métros, donc responsable du style DS Automobile. Et j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter ce prototype SM Tribute. Voilà, donc c'est évidemment un hommage à la SM de 1970. Alors je vais rentrer maintenant un peu dans la genèse du projet. Pourquoi on a fait ce prototype pour Chantilly Art et Élégance? Pour deux raisons. Alors, la première, c'est que 2024, on fête les 10 ans de création de la marque DS Automobile qu'on a créée en 2014. Et puis on a fait spécifiquement ce prototype pour Chantilly Art et Élégance puisqu'on est partenaire et on participe à cet événement là aussi depuis 2014. Donc on a fait partie des premiers fidèles de Chantilly Art et Élégance. Alors je vais parler plus spécifiquement maintenant de ce prototype SM Tribute avec une première chose, c'est qu'on a fait cette voiture parce qu'on a une vraie histoire d'amour avec la SM d'origine. Alors moi j'ai une histoire d'amour personnelle parce qu'elle fait partie de mes voitures iconiques, cette magnifique voiture qui avait été lancée dans les années 70. Et puis c'est également pour l'ensemble des designers, et notamment les designers de mon équipe, c'est aussi un véhicule référence de notre histoire. Donc on est parti évidemment pour créer ce prototype de la SM d'origine en respectant son ADN. Alors l'ADN de la SM, c'est quoi? Ça tient à 4 points principaux. Le premier, c'est les proportions. Donc on a respecté ce très long capot, une silhouette évidemment très basse, l'avant très profilé en pointe. Alors comme je dis souvent, c'était un petit peu à l'époque le Concorde de la route. C'était un peu un Concorde sur 4 roues. Donc grand capot, cette silhouette très profilée, très aérodynamique, très simple, très pure, très élégante. Et puis évidemment, deuxième point de style important, le carénage des roues arrière. On ne peut pas imaginer célébrer la SM sans caréner les roues arrière. Deuxième point important, c'est la verrine. On retrouve cette grande verrine sur la face avant qui venait abriter en fait les projecteurs. Alors à l'époque, il y avait la plaque de police qui était intégrée derrière cette verrine. Nous, on intègre et on met en fait en valeur l'emblème de la marque avec le logo DS lumineux. Gros travail également sur les projecteurs. On va retrouver des signatures lumineuses alors qui font aussi le lien avec la SM puisqu'on a 2 carrés, un rectangle. Donc on respecte en fait la signature lumineuse de la SM de l'époque tout en se projetant dans notre futur avec les petits points lumineux, les pointes de diamant qu'on voit apparaître, les petits points en fait entre les différents modules qui sont une référence appuyée à des éléments de style qui vont arriver très très prochainement sur les futures générations de DS. Un élément important pour rester sur l'avant du véhicule qui n'était pas présent sur la SM de 1970, qui est le capot Biton. Donc avec toute la partie centrale du capot traitée dans un... En fait, c'est pas un noir, c'est un bleu extrêmement profond, ou un noir bleuté, qui fait référence à la fois à la grande carrosserie des années 30. Quand vous regardez alors je vais citer quelques marques mythiques comme Bugatti, Delage, Delahaye, Talbot Lago, toutes les voitures des années 30 avaient du Biton. C'était un symbole de luxe, d'élégance, de raffinement. Donc on a voulu aussi rendre hommage à cette grande carrosserie française. Et puis c'est aussi une projection dans notre futur, puisque le Biton qu'on voit ici sur ce prototype SM, on va le retrouver très vite sur des projets de la gamme DS, des futurs projets qui vont arriver au sein de la marque. On peut passer maintenant sur l'arrière, donc quelques éléments caractéristiques du style de la voiture. Là aussi, c'est la lunette
Hein, donc la lunette qui est courbée, qui redescend sur le côté du flanc, qui était là aussi une signature emblématique de l'ASM. On va retrouver évidemment le carénage des roues arrière, qu'on a réinterprété d'une manière extrêmement futuriste, très avant-gardiste, très contemporaine, hein, puisqu'on a créé cette fenêtre en fait, au milieu du carénage qui permet à la fois d'alléger la silhouette, de voir apparaître la roue et d'associer une signature lumineuse en latéral qui vient lui donner beaucoup de modernité et qui recrée comme ça quelque chose d'extrêmement futuriste sur la silhouette. Alors, sur la partie arrière, on retrouve, comme l'était l'ASM, l'arrière relativement tronqué, un peu vertical, hein, qu'on a comme ça ciselé, taillé, avec une extension du biton, là aussi qui vient donner beaucoup de dynamisme à la voiture, qui renforce son identité et son caractère. Et puis des signatures lumineuses qui sont faites des très fines barres de LED, là, qui lui donnent là aussi son côté très contemporain, extrêmement avant-gardiste. On a même été jusqu'à travailler des petits détails, et ça c'est des collectionneurs qui nous ont fait la remarque quand ils ont vu le premier proto. C'est la petite signature SM qu'on retrouve à la base du pied, qu'on n'avait pas à l'origine de la maquette, et puis on l'a montré à quelques personnes. Ils nous ont dit « Ah, vous avez oublié quelque chose », c'est le petit logo SM sur le pied arrière de la voiture. Alors, une chose qu'il est important de noter, peut-être que ça ne ressortira pas à l'image, c'est le travail sur la carrosserie, donc toute la partie dorée de la carrosserie qu'on a appelée feuille dorée, référence à des teintes historiques de l'ASM. C'est une première mondiale en fait, c'est pas une peinture, c'est une patine qui a été réalisée à la main donc par notre peintre au studio. Donc c'est fait en fait avec un petit tampon à maquiller et c'est exécuté comme ça sur l'ensemble du flanc. Ça a nécessité 3 jours de travail. Donc c'est pas appliqué au pistolet, c'est vraiment appliqué à la main avec un tampon, ce qui permet d'avoir cet effet très métallique. Ça accroche la lumière, ça a des reflets parfois un peu dorés, légèrement rosés, ça peut accrocher le bleu du ciel. Donc ça rend comme ça la carrosserie extrêmement vivante et puis cet aspect très métallique. Alors, une chose importante aussi à noter, on en est très fiers, c'est que ce prototype a été réalisé 100% en interne au sein du studio de style. Voilà, donc par mes équipes, donc on a fait toute la modélisation, le design évidemment a été fait chez nous, et puis on a fraisé en fait l'ensemble de la carrosserie en interne, on a réalisé tous les éléments lumineux, ça, avec mes équipes. Donc c'est vraiment un travail de carrossier qu'on a réalisé à 100% avec mes équipes. Donc ça renforce encore l'attrait de la voiture, parce qu'on n'a pas eu besoin de faire appel à des carrossiers extérieurs. C'est vraiment notre savoir-faire en interne. En combien de temps ça a été réalisé, s'il vous plaît ? Très vite. On a pris la décision avec la marque fin 2023 et on a attaqué le projet en janvier 2024. Donc c'est 7 mois de développement entre la création, la mise au point du plan de forme, de la 3D et la réalisation du prototype. Après Goodwood au Festival of Speed, je vous remontre ici la nouvelle ou future Bugatti Tourbillon. Elle est en pleine préparation. Il s'agit d'une maquette. En attendant encore quelques années pour les voir sur nos routes. Si vous trouvez qu'une Bugatti de route n'est pas assez exclusive, n'est pas assez radicale, eh bien, vous pourrez opter pour la version Bugatti Bolide, destinée exclusivement à la piste. Et on revient dans les années 20 avec la Type 35. On est autour de 1926-1927. Avec un véhicule vraiment magnifique. Un profil très particulier, tout comme l'arrière bien entendu. La marque de Dieppe est également présente ici à Chantilly. Bonjour. Bonjour Tristan, Alpine.
Bienvenue chez nous, bienvenue à Art Élégance. Donc aujourd'hui on expose deux modèles. Premièrement la 290 ici en première édition, la version bêta correspondant au concept car à 290 bêta qui sera commercialisé sous cette forme. Donc on a 1955 chanceux qui pourront avoir une première édition sur la planète. Donc exactement dans cette livrée blanche toit noir avec étrier rouge et puis ce stripping finalement spécifique qui rappelle le concept car que l'on avait présenté. Voilà. Donc dans sa motorisation 220 chevaux. Et puis aujourd'hui en fait on prend un cap nouveau avec Alpine avec l'électrification de la gamme et cette nouvelle bombinette qui sera finalement sur le réseau et sur les routes sur cette fin d'année. Vous parlez des étriers de frein rouges, mais les jantes sont magnifiques. Alors les jantes très clairement c'est le modèle iconique, celui qui était présenté sur le concept car de la bêta. Et en plus on a la chance de pouvoir vraiment avoir ce contraste et puis cette apparition de l'étrier et cette forme vraiment iconique. Alors plein de rappels à la marque, notamment finalement les A latéraux, les motifs, la signature finalement en X qui va rappeler le rallye. Et puis forcément les rappels bleu, blanc, rouge, tricolore à l'intérieur des phares, sur les montants latéraux à l'arrière. Et puis ce jonc bleu qui va parcourir tout le tour de la carrosserie. Voilà, donc c'est une des livrées possibles sur les premières éditions, sachant que les 4 coloris sont finalement disponibles aujourd'hui. Le bleu, le gris tornade, le blanc nival que vous voyez là, et puis le noir aussi au catalogue. Et selon vous, qu'est-ce qui est le plus important à retenir sur cette voiture? Aujourd'hui, ce qui est le plus important à retenir, c'est son caractère sportif. Très clairement, on a parlé tout à l'heure des jantes, on a parlé finalement du freinage, donc avec un freinage qui est clairement dédié finalement sport. Et puis surtout, ça monte de pneus, puisqu'on travaille toujours avec Michelin, et je vous laisse vous approcher un petit peu, puisque le Pilote Sport S5 est un pneu qui a été spécifiquement développé pour cette voiture. Voilà. C'est très clairement un développement Michelin pour cette auto avec Alpine. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à retenir? La chose importante, ça va être finalement la mise à disposition très prochainement sur le réseau de distribution, l'essai possible du véhicule. Les commandes sont déjà ouvertes depuis cet été, puisqu'on a quelques heureux chanceux qui ont pu passer commande. Et l'intérêt aujourd'hui de la présentation grand public, c'est très clairement de pouvoir faire accéder au grand public à cette automobile. Très bien. Merci Tristan. Pas de souci. Et moi je passe à l'A110R Turini avec votre collègue Vincent. On passe donc à la version A110R Turini. Bonjour. Bonjour, Vincent, Alpine. Qu'est-ce que vous sauriez nous dire sur le véhicule, s'il vous plaît, ici, présenté? Alors, ce véhicule est une A110R Turini, qui est la version dans la gamme A110 la plus radicale. On le voit avec tous les appendices aérodynamiques, notamment carbone, que ce soit la lame avant, le capot, le toit, la lunette arrière, l'aileron arrière, le diffuseur qui est également en carbone, et l'échappement qui est un échappement à Krapovic sur ce modèle. Ce modèle a une autre particularité, c'est qu'il a une couleur qui arrive au catalogue qui s'appelle rouge sismique, qui n'existait pas précédemment. Je pense qu'au niveau de l'échappement, ça peut réveiller un mort. Ça peut. Non mais le son reste homologué, mais ça apporte un vrai plus en termes d'agrément acoustique lorsqu'on utilise la voiture. Tous ces appendices aérodynamiques-là nous amènent à avoir une voiture qui est légère puisqu'elle pèse 1082 kg, donc c'est une voiture qui fait 1 tonne 82 pour 300 chevaux. Donc sa caractéristique est qu'elle est très très fun à conduire, très agile. Le moteur est central, donc la répartition des masses est idéale pour avoir un comportement qui soit, comme on dit, fun to drive. Voilà. Effectivement, du plaisir et encore du plaisir. Exactement, exactement. Et selon vous, qu'est-ce qui serait le plus important à retenir sur ce modèle? Alors sur ce modèle, le plus important à retenir est effectivement le gain de poids que l'on va avoir
Et au niveau châssis, on a également sur les modèles A110R des suspensions, des combinés filetés qu'on peut régler. Donc on peut avoir un réglage adapté en fonction de l'usage que l'on a de l'auto, que ce soit sur la route ou que ce soit sur la piste notamment, parce que cette voiture est aussi vouée à aller se faire plaisir sur des circuits en trail day et la plupart de nos clients qui en ont déjà se font très plaisir. Voilà. Parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ces explications. Merci. Et une très très bonne journée. Également. Modèle légendaire à Santa Agata Bolognese chez Lamborghini. Il y a quelques Countach ici présentés. Le constructeur est également venu avec quelques modèles beaucoup plus récents, comme cette Urus SE qui dispose d'un V8 4 litres, mais également d'une partie électrifiée. Au niveau des perfs, on est sur un 0 à 100 en 3 secondes 4 pour une vitesse max de 312 km/h. Environ 60 km d'autonomie sont possibles en tout électrique. Et une version un petit peu plus radicale, la Revuelto, qui est équipée, elle, d'un V12 6 litres 5. Elle développe au total 1015 chevaux, 0 à 100 en 2 secondes 5, vitesse max plus de 350 km/h. Et elle dispose également d'une partie électrique. J'adore ce coloris. Là, par contre, le moteur électrique est beaucoup moins puissant. Donc, comptez environ 10 km en tout électrique. Mais vraiment, est-ce l'idée de rouler en tout électrique avec ce genre de véhicule? Je ne pense pas. McLaren est ici à Chantilly avec la Senna dans une livrée très particulière. C'est exactement celle qui a été présentée aussi à Goodwood lors du Festival of Speed. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait sur ma chaîne. Il y a en outre la 750S et aussi l'Artura Spider. D'ailleurs, on va commencer avec elle. Elle est équipée d'un V6 3 litres biturbo qui développe 700 chevaux et 720 Nm de couple. Le 0 à 100 est expédié en seulement 3 secondes pour une vitesse max de 330 km/h. Elle pèse à peine moins d'1,5 tonne. C'est une version électrifiée, histoire de rouler cheveux au vent dans un silence de cathédrale, avec une autonomie en tout électrique d'environ 33 km, ce qui lui permet d'avoir seulement 108 grammes de CO2 comme rejet au kilomètre. Ensuite, on va s'intéresser à une version un petit peu plus radicale, équipée, elle, d'un V8 4 litres, toujours biturbo, 800 chevaux à 7250 tours minute, vitesse max 335 km/h, un 0 à 100 abattu en seulement 2 secondes 8. Le couple du véhicule, accrochez-vous bien, est de 800 Nm. La McLaren Senna pèse moins d'1,2 tonne grâce à l'utilisation massive du carbone, et notamment au sein même du châssis. Et enfin, on termine par la 750S, qui elle est équipée d'un V8 4 litres qui développe 750 chevaux. Le 0 à 100 est expédié en 2 secondes 8. Vitesse max 332 km/h. 800 Nm de couple. 1438 kg sur la balance. Très belle, dans une livrée aussi qui change un petit peu de l'ordinaire, du gris et du noir par exemple. Vraiment très très joli. Vous connaissez certainement Zagato et ses 100 ans d'histoire avec d'innombrables collaborations. L'idée de Jacob Pieszak, fondateur de la Squadra, mais surtout amoureux inconditionnel d'une marque de sport située à Dieppe, a été de créer quelque chose d'unique. Sachez que Jacob a grandi dans une famille possédant des concessions Renault et cela a son importance. L'histoire commence avec l'A220 dans les années 60, qui ne brillera pas vraiment dans les courses d'endurance type Le Mans,
L'idée est donc d'essayer de courir sur des circuits plus courts. Et pour espérer un podium, le véhicule voit sa partie arrière démontée, raccourcie de 30 cm et remplacée par des éléments aérodynamiques amovibles. Il y a seulement 8 A220 de course qui sont construites, dont seulement 4 sont conservées, dont un seul exemplaire avec le châssis numéro 1731. En 1978, Jean-Pierre Burette, concepteur de châssis Laquière, et la restaure pendant 20 ans, et voilà ce que ça donne. Le véhicule dispose d'un moteur V8 3 litres Renault Gordini qui développe pas moins de 310 chevaux à 8000 tours minute. La carrosserie est en fibre de verre pour un poids de seulement, accrochez-vous bien, 680 kg. La longueur est de 4,46 m en long tail et 4,34 m en short tail. Et aujourd'hui, à Chantilly, vous découvrez le projet AGTZ Twin Tail basé sur une carrosserie d'A110. Elle mesure 4,79 m en long tail et seulement 4,30 m en short tail. Pour détacher l'élément arrière, le propriétaire pourra le faire seul. Par ailleurs, vous le voyez, il y a un chariot qui est spécialement conçu pour le transporter. Il y aura seulement 19 exemplaires de construits, principalement en fibre de carbone. L'habillage de la nouvelle carrosserie nécessite 1000 heures de travail. Il y a une gamme de 19 peintures de carrosserie et 9 peintures de course qui font référence à l'histoire. Elle est équipée d'un moteur 1,8 litre turbo de 252 chevaux. Le potentiel du châssis peut être renforcé par des systèmes de suspension et de freinage révisés ou encore un système d'échappement Super Sprint, des jantes et des garnitures fabriquées à partir de fibres de carbone. Comptez environ 650 000 € hors taxe, sans option, pour acheter l'un des derniers exemplaires encore disponibles. On arrive chez Quarkus, constructeur français. Bonjour. Bonjour, Charles Lestelman, donc, de la société Quarkus. Je m'occupe principalement des ventes et du marketing. Donc, pour vous présenter rapidement la marque, on est un créateur de supercars françaises. On développe tout nous-mêmes. À partir du châssis, c'est un châssis tubulaire en carbone. Toute la voiture est en carbone. On a un système de suspension qui est très particulier avec une géométrie variable pour avoir un système route et un système circuit. Cette voiture, elle est destinée principalement au track day, mais homologuée route. Dans l'idée, c'est de partir avec la voiture de chez soi, aller directement au circuit et pouvoir rentrer chez soi sans avoir besoin de remorques, mécano, etc. On peut tout faire soi-même directement. Le principe, donc, ce sera une voiture qui va faire 600 kg, à peu près 300 chevaux, avec un moteur 4 cylindres compressé. Donc ça, ce modèle-là, c'est le premier proto de démonstration qui était roulant. Donc elle a fait son premier roulage au Castellet. Et donc c'est une pièce unique, la P2, et on n'a fait qu'un seul exemplaire de cette voiture. Donc ce modèle-là, c'est la P3, c'est un des 10 protos de développement. Donc dans notre stratégie, on a décidé de faire 10 voitures de développement. Celle-ci, c'est la première. Elle nous a servi donc déjà à faire du roulage. On a fait les premiers tests sur le circuit d'Alès pendant 3 jours avec cette voiture. Et elle nous a aussi servi à faire la présentation de l'habitacle. C'est à peu près la version définitive de l'intérieur de la voiture. Donc, encore une fois, c'est le premier prototype de développement. Il y en aura 10 en tout. Et celle-ci a été pilotée pour les tests, notamment par Bruce Johanny. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des specs de celle-ci? Sur les specs, c'est toujours pareil. Encore une fois, on est sur le développement. Et la target, c'est d'avoir une voiture de 600 kg, 300 chevaux. Pour ce modèle-là, on était plutôt à 250 parce qu'on n'avait pas encore intégré l'hybridation. L'hybridation, on l'a intégré pour la première fois sur le modèle de Pikes Peak que je vais vous présenter tout de suite.
Donc cette voiture, c'est toujours la P3, elle fait toujours partie des protos de développement, c'est la numéro 3. Donc cette voiture a vraiment fait la course de Pikes Peak cette année au mois de juin. Elle a des spécifications quand même très particulières parce qu'elle est vraiment en mode course. C'est-à-dire qu'elle est très très basse, il n'y a pas de mode road dessus. Et c'est la première fois qu'on a intégré l'hybridation sur un modèle Quarkus. Donc aussi en termes de particularité, elle a une aéro aussi qui est très particulière, justement destinée à la course de Pikes Peak. Ce qui est aussi particulier sur cette voiture, c'est que c'est une monoplace. Elle n'est pas biplace comme les autres voitures et elle nous a servi vraiment à faire les validations de châssis, train roulant, moteur et début de la validation de l'hybridation. Et si on devait retenir qu'une seule chose sur la marque, ce serait quoi selon vous? C'est alors déjà une marque française, c'est une philosophie qui est très particulière où on veut retourner à l'essence de l'automobile, c'est-à-dire des voitures très légères, performantes et avec beaucoup de technologie. Parfait, très bien. Bah, écoutez, merci pour ces explications. Merci à vous. Un très très bon salon et surtout de bonnes ventes. Merci, bonne journée à vous. Présentée en 1971, la Renault 17 était un concentré de l'explosion idéaliste des années 70. Ce coupé sportif aux lignes épurées, proposé sous la forme d'un coupé 4 places ou d'une découvrable, se distinguait par son allure et des performances qui incarnaient parfaitement l'esprit de l'époque. Traction avant, moteur longitudinal, puis arrivée de l'injection, sécurité active et passive, la Renault 17 jouait autant de sa technique que de l'élégance de ses lignes angulaires et de son intérieur travaillé. Plus de 92 000 exemplaires ont été produits entre 71 et 79. Il faut savoir que R17 électrique Resto Mode Fit Aura Ito est une pièce unique qui ne préfigure pas de véhicule de série. Ce dernier a été développé en collaboration avec les équipes du design de Renault. Le véhicule se veut moderne, comme le montrent ses phares en 4 modules rectangulaires à coins arrondis ou encore ses feux arrière simplifiés en un seul bandeau traversant. Il dispose d'une motorisation 100% électrique de 270 chevaux implantée à l'arrière du véhicule. Sa carrosserie flush, tout en carbone, fait qu'il ne pèse qu'1,4 tonne sur la balance. Il arbore aussi une teinte brun galactique originale, spécifiquement développée pour le chocard. À l'intérieur, la version Resto Mode conserve cet univers confortable en intégrant des modifications sur la planche de bord et la console centrale d'origine. Les sièges, redessinés autour de la structure des sièges pétales d'origine, se parent de nouveaux tissus inspirés de l'ameublement. Un satin chiné en laine mérino très fin pour le tissu marron et un bouclé de laine léger et délicat, haut et épais pour le tissu beige. Enfin, résolument contemporain, le véhicule est équipé d'un écran central intégrant l'environnement graphique Renault d'aujourd'hui et de 4 petits écrans génériques derrière le volant, renouvelant l'esprit des compteurs d'époque. Il y a même un système de navigation. Des petits détails vraiment très sympas. Ah, le soin apporté aux détails, vraiment, c'est fou. À Chantilly, il n'y a pas que des voitures, la preuve. Bonjour. Bonjour, Albert Castaigne, je suis directeur de Brose Superior Motorcycles à Toulouse. Donc on est un fabricant français de motos de luxe. On fabrique une centaine de motos par an, toujours en série limitée. On a 8 modèles aujourd'hui, plus un partenariat avec Aston Martin. Donc je vais vous présenter les machines. Là, on est devant la Dagger, qui est notre nouveauté cette année, puisque c'est notre toute nouvelle moto Euro 5, donc avec les dernières normes en vigueur. Et ça change beaucoup de choses finalement, puisque là, on a revu la plateforme, on a un châssis qui est différent. On a un moteur qui est revu avec tout un système d'injection et d'échappement avec valve qui est nouveau.
Et aussi on a resserré la géométrie. Donc par rapport au modèle classique que je vous présenterai après, on a un train avant qui est beaucoup plus incisif. On a le triangle inférieur qui est rentré quasiment au niveau des arbres à cames du moteur, on ne peut pas aller plus en arrière. Et donc on a finalement un empattement plus court et l'équivalent d'un angle de chasse réduit, quasiment comme l'Aston Martin. Donc avec ses jantes en 17 et ce nouveau châssis plus léger et plus affûté, on a un roadster très sportif. Donc on a justement eu pas mal d'essais presse dernièrement avec un très très bon retour sur la dynamique de la machine. Puisqu'aussi on a un moteur qui est très plein. Alors on est sur un Twin 1000 cm3 que l'on a fait très rempli à bas et moyen régime. Donc même dans sa version que vous avez là homologuée en 105 chevaux, il est incroyablement plein et responsif. Il y a une boîte à air voilà, qui est plus grande sur cette nouvelle configuration de moteur. Un radiateur qui est plus grand aussi, on refroidit plus. Et plus de volume d'échappement. Donc tout ça fait que le moteur a une énorme allonge. Il reprend très bien dans les bas et moyens régimes et il accélère très fort. Voilà, même si sur le papier 105 chevaux ça paraît pas beaucoup, il faut voir les essais pour voir ce que disent les essayeurs. C'est une très très bonne machine et elle est très très légère. Parce que la particularité de notre construction en fait, c'est que c'est le châssis en titane. Et il est encore optimisé par rapport à la première génération. Donc il faut savoir que vous avez 7 kg là, de titane en partie haute. La carrosserie est en carbone, donc très légère. Et donc en fait, le gros du poids de la machine est situé très proche du centre de gravité, donc très bas, ici. C'est l'écarter moteur, le moteur. Et donc c'est assez bluffant de voir que c'est un vrai vélo, la machine. Hein. Ça se conduit de façon très dynamique. C'est très maniable. Et donc là on a une finition satin du carbone en fait. Et moi j'aime beaucoup parce qu'on voit très très bien les formes. Il n'y a pas de reflet, donc l'œil n'est pas perturbé. On voit vraiment les formes très effilées. Vous voyez, si vous faites une contre-plongée, on voit bien la taille de guêpe très resserrée ici. Les deux bossages qui amènent un côté sportif et acéré au réservoir. Le dosseret peut s'enlever et on peut porter parce que c'est une machine biplace comme la Lawrence. Si quelqu'un souhaite acquérir cette moto, concrètement, il doit patienter combien de temps? Alors c'est sur commande. Là c'est un modèle, je suis entre 3 et 6 mois. Après ça peut aller jusqu'à 1 an sur certains autres modèles et puis en fonction du niveau de préparation. Puisqu'on est capable de faire optionnellement beaucoup de choses, de l'ergonomie, tout ce qui est finition bien sûr. Et donc voilà, il y a parfois des clients qui nous demandent énormément de modifications esthétiques, etc. Et donc on peut tout faire. Donc ça peut rallonger les délais bien sûr. Ok. Une configuration comme celle-ci, si on parle de tarifs, on est à peu près à combien? Là, comme vous êtes là, la moto elle est à 73 800. Ok. On est dans les 70 000 de toute façon en entrée chez nous. Après, on a des modèles très spéciaux dans les 100 000 euros. Alors, je parle de tout ça de TTC client, bien sûr. Et ça peut monter jusqu'à 180 pour l'Aston Martin en version F1. Ok. Donc là, nous avons la SS100. SS pour Super Sport et 100 pour 100 miles à l'heure. Donc là on le voit, on célèbre le 100e anniversaire de ce modèle. C'est très important pour nous parce que c'est la moto qu'on a connue avant même qu'on pense un jour à relancer la marque. C'est un modèle qui est sorti en 1924. Et en 1924, cette moto, donc Super Sport, hein, c'est l'équivalent vraiment d'un H2R aujourd'hui, hein, c'était une moto qui était garantie à 100 miles à l'heure, donc 160 km/h. Il faut s'imaginer au début des années 20 ce que c'est, sachant que c'était des motos qui n'avaient pas de frein, qui avaient des très mauvais pneus avec des chambres à air qui crevaient souvent, les routes étaient mauvaises, donc c'était complètement fou de rouler à ces vitesses-là. Et c'était le modèle le plus sportif de la marque, avec la particularité d'avoir un moteur 1000 cm3, d'abord JAP, après matchless, avec les soupapes en tête culbutées. Les modèles moins sportifs avaient des soupapes latérales encore à l'époque.
Et donc c'est une des premières motos de série avec un réservoir en selle, c'est un réservoir par-dessus le cadre. Là, cette version-là n'a pas les bandes typiques, mais on les a ou on les a pas, ça c'est au choix, mais on le fait souvent avec les fameuses bandes qui tenaient le réservoir au châssis, qui est une marque de fabrique, hein, de la marque. Et en fait, cette peau extérieure est vraiment complètement similaire au design des années 20. Et nous, on a juste modernisé la ligne de la machine avec un speedtail, un fastback comme ça, qui donne ce côté torpille très effilé, très long. Parce qu'on voulait rendre ça plus sportif, les motos d'époque ayant des selles suspendues, monoplace comme ça, éventuellement un garde-boue, un porte-bagages avec un pouf, mais surtout des garde-boue enveloppants. Vous voyez, la moto était coupée là. Et nous, on a vraiment modernisé la ligne. C'était un souhait qu'on avait de faire une évocation et de rester toujours art déco sur cette machine, mais en la rendant un peu plus sportive. Donc on voit qu'on a une position droppée, on a un guidon assez bas avec une selle assez loin. Donc c'est une position qui trouve tout son sens quand on est sur route ouverte au-dessus de 100. Buste porté par l'air. La tension sur les poignets disparaît et là on va vite parce que c'est une sport classique, c'est pas du tout un custom. C'est une moto très très affûtée avec un châssis très précis, une épure de suspension assez rigide et donc c'est vraiment une moto qui est faite pour rouler sur route ouverte, les grandes courbes rapides, etc. Avec toujours cette particularité de distribution de masse optimisée, puisque là aussi c'est boucle arrière en titane, sous des mains, châssis en titane, donc toujours avec un poids très bas. On a aussi une particularité sur cette machine, c'est les 4 disques, on a des freins d'avion, c'est un brevet aéronautique, hein, ça a été développé par Beringer, et là vous avez vous voyez, les 2 disques qui sont flottants. Et quand on serre, hein, on comprend tout de suite que c'est un sandwich, et vous avez la plaquette du milieu qui est double face, qui est fixe et double face. Donc on vient serrer 4 disques, donc on double la surface de freinage par rapport à un système classique, en ayant un diamètre très réduit qui dégage la roue, et ça au niveau design c'était très intéressant parce que ça ressemble à des tambours en fait d'époque, d'avoir cette roue dégagée. C'est un plus aussi en dynamique parce que ça fait moins d'effet gyroscopique. Mais bon bref, voilà, c'est pas une concession au design, c'est un freinage vraiment démoniaque qui a une efficacité incroyable. Doublé à la fourche Fior, puisque là on a, comme sur tout l'ensemble de notre production, on a ce système à double triangulation qu'on voit, que je vais vous opérer ici, vous voyez, où on dissocie en fait la suspension du freinage. On voit même qu'on a le guidon qui tourne un peu plus que la roue, puisqu'on a le compas qui se déplace ici grâce au rotule. Et donc c'est un guidage extrêmement précis, un système anti-plongée, puisque vous n'avez pas d'interaction entre le freinage et la suspension. Donc c'est un feeling spécifique, mais on s'y fait très bien, et notamment, surtout, c'est vraiment très très positif en freinage sur courbe, en freinage d'urgence, le côté anti-plongée. Et ça ressemble en plus à des épures de suspension de motos d'époque, puisque toutes ces motos-là, avant-guerre, n'avaient pas de fourche télescopique, mais toujours des systèmes à parallélogramme ou type girder, etc. En termes de délai, on est toujours entre 3 et 6 mois Oui, là, sur une SS100, je vais vous dire 6 mois. Et on est plutôt sur 9 à 12 mois sur l'Aston Martin. Qu'on va voir dans un instant. Mais de nouveau, si on parle tarif pour la SS100 La SS100, on est proche de la Laurence, on est 71 500. Ok. Donc, avec cette nouvelle génération de moteurs usine EMAS, où là, vous voyez, sur les 2 motos qu'on a vues, la particularité, c'est qu'il n'est pas traité céramique. Et donc, on voit vraiment la matière brute du bloc qui est usinée dans la masse. On a un plan de joint horizontal sur nos moteurs. Les chemises sont rapportées en plus. Et donc, on part de 160 kg d'aluminium pour 25 kg de carter rendu. Donc, sur les premières générations, tout cet ensemble était en fonderie, comme chez quasiment tout le monde. Et donc voilà, là on l'a développé en usine EMAS, qui est une technologie unique. En fait, vous avez ça un peu en moto GP ou sur des supercars, mais ça n'existe pas en série sur les motos. Ok. On passe à l'Aston ? Oui. Là donc on est devant l'Aston Martin AMB Pro, donc AMB 001 Pro,
qui est l'ultime développement de la collaboration avec Aston Martin sur une moto de piste. Il faut savoir que voilà, c'est une moto uniquement de piste qui n'est pas homologuée. Ce qui a permis de faire ce design incroyable, épuré, en ayant une admission directe avec un KN, un échappement libre. Donc voilà, beaucoup moins de choses à intégrer que sur une moto de série routière. Et on voit qu'elle est extrêmement compacte. Et en fait, vous avez le moteur et sa suralimentation. Quand même un réservoir ici, bien sûr, qui fait tout ce qui est structure en carbone qui est sous la selle. Là, c'est à la fois le support du pilote et le réservoir. Et sinon, tout le reste est occupé entièrement sous la coque, là, qui est très étroite. Vous avez tout ce qui est la veine d'air pressurisée, puisque vous avez un plénum d'admission, un intercouleur avec un routage de durite assez grosse qui va chercher le radiateur des gaz d'admission qui est en bas. Et donc ce patch technique, c'est notre Twin 1000 qu'on utilise sur les routières, avec quelques modifications bien sûr, dont le taux de compression et puis les arbres à cam et le système de lubrification. Mais si vous voulez, c'est quand même le même moteur au départ. Et là, on fait plus que doubler la puissance, puisqu'on passe à 225 chevaux sur cette version-là, avec le turbo. La moto fait 175 kg, donc on a un rapport poids-puissance de 1,3, qui est exactement le rapport poids-puissance des F1 actuellement. Et on voit aussi clairement l'affiliation avec ces empennages, puisqu'on a fait faire une étude aéro par une société spécialisée, et dans la F1 justement, et on voit bien que les ailerons sont assez imposants. Rien que la moustache, ici, vous avez 50 kg d'appui aérodynamique au-dessus de 250. Donc c'est de l'anti-wheeling. C'est des appuis qui sont neutres en virage, ça, c'est pas, mais par contre, voilà, ça permet un effet anti-wheeling et donc de pouvoir plaquer l'avant de la moto au sol et de pouvoir réaccélérer plus vite et plus en sortie de courbe. Mais c'est très impressionnant. Alors bien sûr, ça amène de la traînée. Après, de toute façon, la moto est limitée à 300 km/h en top speed, parce que c'est largement suffisant. On a une airblade ici, on dévie un peu d'air au-dessus du pilote, mais il n'y a pas de protection importante comme avec un pare-brise vertical. Donc voilà, c'est une moto de piste dédiée aux sensations, parce que vous avez un moteur qui est incroyablement rempli par le turbo. On parle de plus de 160 Nm de couple, et le couple maxi est présent pendant plus de 4000 tours. Donc c'est tout le temps là, tout le temps présent, et ça pousse fort. Est-ce que c'est une édition limitée? Alors c'est une édition complètement limitée, c'est 88 pièces, on a déjà livré une vingtaine de machines, et je pense qu'on est à moins de la moitié maintenant de restantes, puisque j'ai dû dépasser, je dois être à plus de 50 commandes. Ok, bravo. Bravo, parce que c'est vrai que c'est un objet incroyable. Ah c'est un objet incroyable, c'est qu'on n'en a pas trop parlé là, mais on y vient, c'est le design. C'est un design Aston Martin, c'est pour ça que vous avez les ailes. Il faut que ça soit dessiné par leur bureau de style en interne, et c'est la même équipe qui a fait la Valkyrie, la Valhalla, les supercars chez eux, qui sont assez incroyables. On voit d'ailleurs vraiment l'affiliation. Et on est devant une moto avec un design à la fois biomorphique, agressif, mais élégant aussi. C'est assez incroyable. Il faut la voir en vrai et tourner autour pour voir ses courbes et ses proportions. C'est vraiment, vraiment nouveau. C'est une moto de designer automobile. Et quand on voit effectivement la Valhalla ou la Valkyrie, même si c'est homologué route, ça ressemble pas vraiment à une virage vintage ou autre de la gamme. Voilà, non, c'est vraiment... nous, on aime bien dire que c'est une hyperbike, comme on dit les hypercars, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu l'ouvreuse de la catégorie, parce que le turbo, la fabrication spéciale, si je prends le guidon, qui est une pièce qu'on peut détailler, parce qu'il a été développé exprès pour cette application. On a le drive-by-wire, on a l'hydraulique, les switches, tout est caché dans une seule et même pièce. Donc vous avez 7 fonctions en une,
qui est en plus traitée aéro. On voit qu'elle est ouverte avec un bord d'attaque, un bord de fuite, etc. Et donc c'est une pièce incroyable qui est propre à cette machine-là. Même les bocaux sont affleurants, on ne les voit pas, de liquide, des fluides de frein et d'embrayage. Au niveau du délai, même chose que les autres? Oui, là c'est 9 à 12. Okay. 9 à 12 mois pour okay. le faire fabriquer. Et là, on est à peu près à 200 000 180 000 TTC. Ok, 180. Et si on ne devait retenir qu'une seule chose de la marque en 2024, ce serait quoi selon vous? Moi je dirais que c'est le fait que c'est vraiment une marque unique. Et je m'explique. On ne fait que des motos très haut de gamme, et ça c'est un choix depuis toujours. On met le meilleur, on dessine que des pièces spécifiques, c'est ce qui fait le prix de la machine à la fin. Et c'était déjà le cas avant-guerre. Et c'est quand même une marque qui a dormi 70 ans, qu'on a relancée il y a 10 ans et qui a repris finalement très facilement parce qu'elle avait laissé quelque chose dans l'inconscient collectif. Et donc c'est, comme on fait peu de production et qu'elles sont très très haut de gamme, vous avez quelque chose de très exclusif. Et on est les seuls à faire ça finalement parce que vous avez parfois des séries limitées dans des prix approchants ou identiques chez des constructeurs qui font aussi du mass market ou qui ont un même modèle en version série 2 ou 3 fois moins cher. Nous, on ne fait que de l'exceptionnel et que de l'excellence sur commande. Parfait, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Une très bonne journée et de bonnes ventes. Vous aussi. Chrysler, en 1970, a sorti le Shake, un buggy vraiment très spécial. Carrosserie Berton, comme vous l'avez vu sur le flanc. Sous le capot, on retrouve un moteur Fiat de 1200 cm3. Une magnifique Shelby Cobra 289 SI de 1964. Et sous l'immense capot, la cylindrée est de 4,7 litres. Elle brille de mille feux, elle est magnifique. C'est là qu'il y a de carburant. Elle est un peu... Elle est pas facile à rouler. Parmi les voitures en état d'origine d'avant-guerre, il y a cette Chrysler Airflow coupé de 1934. Yeah. You're sure? Yeah. Vous voyez là une voiturette Truffaut de 1908. Ah, on était loin de la voiture électrique. Après l'Alpe Aventure Moto Festival et pas mal de trails, je suis ici avec Adrien. Bonjour Adrien. Salut. Ça va? Très bien, et toi? Ça va, je te remercie. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, donc Adrien, et je m'occupe de la gamme Héritage chez BMW Motorrad. Alors qu'est-ce qui est ici présenté? Alors là, en fait, c'est une moto qui appartient à la collection de Frédéric Sutel, qui est un concessionnaire BMW Motorrad dans le sud de la France, à Montpellier. Et la moto qu'on a devant nous, c'est une R52, qui est une moto qui date des années 60. Le collectionneur l'a acheté en fait à un autre collectionneur qui était dans le Tarn, qui l'avait restaurée lui-même, et depuis elle n'a pas bougé en fait. Elle roule et elle est complètement d'origine, quoi. C'est une moto assez classique des années 60, elle a un peu relancé la marque durant cette période. C'est une moto qu'on pouvait trouver notamment chez les forces de l'ordre. Donc une moto un peu emblématique de la gamme et de la marque BMW Motorrad. Ok. Et si on continue, on va arriver sur cette moto qui est une R75 série 5. C'est une moto qui appartient à la décennie suivante. Et là, la particularité de ce modèle, c'est que c'est la première série de motos BMW qui a été produite à l'usine de Berlin.
puisqu'avant l'entièreté des motos étaient fabriquées à Munich, comme les voitures d'ailleurs. Et aujourd'hui c'est toujours le cas, ces motos sont toujours fabriquées, enfin pas ces motos, mais ces descendantes sont toujours fabriquées à Berlin. Et juste à côté, une fois que tu auras fini les plans, on va arriver sur une moto mythique qui est en fait la R80 GS, la première du nom. C'est un peu elle qui a lancé la mode des gros trails qu'on voit partout sur nos routes aujourd'hui. C'est l'ancêtre de la R1300 GS. Donc c'est la moto du Dakar. C'est la moto avec laquelle Hubert Auriol a remporté le Dakar notamment. Et c'est une moto mythique pour nous, mais pour bon nombre d'utilisateurs de la marque. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit que c'est une moto de collection parce qu'on a le petit détail sans huile. Celle-ci ne roule pas. Et sans clé, j'ai cru comprendre. Et sans clé pour le coup, ouais. Bah, vaut mieux, parce que si on la démarre sans huile, on risque d'avoir quelques surprises. Cette moto elle est intéressante aussi puisque c'est une R80 GS basique. Et en fait, c'est une réédition en série limitée de la R80 GS qu'on vient de voir. Sauf qu'elle est arrivée quasiment une dizaine d'années après. Donc on ne va pas dire qu'on est sur du néo-rétro, mais c'est un peu un hommage à la première GS qui est arrivée quelques années après. Donc déjà à l'époque, la GS en fait a très tôt revêtu le statut d'icône en fait. La fameuse Glanzstrasse. Et ici juste derrière, moi c'est presque ma chouchoute, puisque cette moto en particulier, elle a une histoire dans le sens où elle est sortie de box en fait, sortie de boîte. Elle n'a jamais roulé. C'est une moto que le concessionnaire a reçue à la concession. Il l'a sortie du carton, mais il a fait le choix de ne pas l'immatriculer, de ne pas faire les papiers, de mettre aucun fluide à l'intérieur, donc celle-ci clairement on ne peut pas la démarrer. Et elle est entièrement, comme vous auriez pu le voir, à partir de 1997 dans les showrooms BMW. Donc pour l'anecdote sur ce modèle, pas cette moto en particulier, mais ce modèle, certains l'auront reconnu, non pas dans ce coloris, mais dans le second coloris qui était le coloris un peu beige ivoire. C'est la moto du film du James Bond Demain ne meurt jamais. Et les cascades avaient été réalisées par un Français, puisque c'est Jean-Pierre Goy qui avait fait l'intégralité des cascades de ce James Bond. Ok, donc là on arrive sur un tout autre modèle qui est la R20 Concept. Comme son nom l'indique, on est sur un concept bike en fait. C'est une moto qui a été révélée cette année à la Villa d'Este. Elle a été roulée par le directeur de BMW Motorrad Monde qui est Marcus Flash. Et je pense qu'il s'est bien amusé avec puisqu'il a roulé de nouveau à Goodwood. D'ailleurs on peut voir si tu t'approches un petit peu, on va voir les détails sur la moto. On a encore les stickers de l'édition Goodwood qui sont juste là sur le fourreau et sur le réservoir. Donc cette moto en fait a un boxeur énorme puisqu'en fait on a 2000 cm3 de cylindrée. Le moteur est dérivé de la R18 qui est le Big Boxer sorti il y a maintenant 4 ans chez BMW Motorrad. Et à part le moteur et quelques éléments comme j'imagine le cardan, j'ai pas tous les détails techniques de la moto, mais c'est vraiment une moto, un concept entièrement réalisé de A à Z. C'est-à-dire que le moteur est la base de la R18, mais derrière tout est nouveau. On a des super belles pièces comme au niveau du bras oscillant, là, on voit tout ça, c'est magnifiquement travaillé. Les pipes d'admission aussi qui ont un peu la même forme, la même découpe que les silencieux. Enfin silencieux, je pense qu'il n'y a que le nom qui est silencieux. Et voilà, pour le coup, on est sur une machine unique, un peu bestiale, enfin moi en tout cas je la trouve bestiale, et avec un coloris vraiment atypique. Et juste à côté, on a une série limitée qui a été réalisée en France à hauteur de 13 exemplaires. C'est la 90 Scrambler Vaillant, donc comme son nom l'indique, en partenariat avec la BD Michel Vaillant. Donc il y a eu 13 modèles de réalisés, et celle-ci c'est le numéro 1, c'est la première sur les 13. C'est une moto pareil qui appartient à un autre collectionneur privé, mais qui n'a jamais roulé non plus. Il en est tellement fan qu'il en prend le plus grand soin et elle est dans son bureau uniquement. Donc on finit la petite visite guidée des motos exposées au Chantilly Art et Élégance avec deux modèles actuels qui sont en fait la R1290 qui se trouve juste derrière moi et la R18 qui est juste là devant toi.
En fait, on a voulu présenter ces motos parce que l'idée de cette collection globale, c'était de présenter l'évolution du flat twin, du boxer à refroidissement air wheel. Et je pense qu'avec ces deux modèles-là, c'est parmi les rares moteurs qu'on a encore aujourd'hui avec d'aussi grosses cylindrées qui continuent de passer les normes. Et c'est un peu une fierté en fait d'avoir ces moteurs qui sont toujours au catalogue. Et c'est également l'apogée du flat twin chez BMW. Donc pour moi, ils ont tout à fait leur place sur ce festival. Et je suis très fier de te présenter la nouvelle R12 90 et les R18. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir selon toi de l'évolution chez BMW Motorrad? En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a toujours réussi à garder cette... je pense que s'il y a un mot qui revient vraiment chez BMW Motorrad dans l'histoire, c'est innovation. Et ce qui a été très fort de la part de BMW avec ces modèles-là, c'est qu'on a réussi à faire du néo-rétro, mais avec tout de même cette touche d'innovation propre à BMW. C'est-à-dire que là, on va se retrouver avec une moto qui a quand même un shifter up and down. On a toutes les aides au pilotage, on a la capacité aussi de commencer en A2 avec ces motos. Donc c'est des motos qui sont à la fois authentiques avec un vrai moteur à l'ancienne, mais qui sont faciles parce que l'attrait de la technologie l'attrait pour la technologie de la part de BMW fait qu'on a des motos qui sont incroyables à rouler. Parfait. Eh bien écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir. Et un très bon salon. Merci à toi aussi. Il y a aussi des engins assez spéciaux comme cette Cosworth de 1969. Brute de décoffrage. Une magnifique Rolls-Royce de 1932. Un capot immense. 7 litres 7 de cylindrée. Je n'ose imaginer le poids. Et on termine par une magnifique Ferrari 250 GTO de 1962. Voilà, on arrive à la fin. J'espère bien entendu que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette publication. Un grand merci à tous les intervenants, sans oublier Peter Auto pour l'accréditation. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!